C'est aussi, je ne vais pas vous mentir en vous disant je suis une femme, je paye 100% de mes impôts. On ne me dit jamais tu es une femme, tu n'y as que la moitié de la part de l'homme, et bien tu vas avoir la moitié du prix de l'essence, la moitié du prix de l'tata, de matécha, il a affairé. Les femmes, on a les mêmes contraintes financières que les hommes, et les mêmes devoirs, parfois même plus, mais ça c'est un autre débat. Donc il n'y a aucune raison que, si moi je dois hériter de mon père par exemple, que je touche, je dis n'importe quoi, 100 000 dirhams, et que mon frère touche 200 000 dirhams. Vous avez beau vous dire, bon, ce n'est pas bon, mais quand vous avez le moyen de vous passer de cet argent, mais quand vous en avez besoin pour vivre, pour faire vivre vos enfants, que vous soyez un homme ou une femme, quand vous en avez besoin pour manger, pour habiter, là ça devient un problème crucial. Et c'est sur cet aspect-là que nous devrons discuter justement de cet héritage. Ce n'est pas seulement une revendication féministe comme la nous devons avoir un débat véritablement serein. Nous devons savoir quelles sont les répercussions de ce partage. Et moi, je vous ai parlé ici du partage. Imaginez toutes les situations où le partage ne se fait pas, parce qu'il y a l'oncle, le frère, surtout à la campagne, qui a la main mise sur l'héritage, où les femmes sont ignorantes, où elles ne savent pas où aller, où elles n'ont même pas les moyens de chercher le taxi, les radis de le car, les radis de le Qatar, les radis de Casablanca ou l'Arbat. Et tout cet argent pour passer 4, 5, 6 jours une fois par mois au tribunal pour récupérer leur part d'argent. Donc si l'héritage est un halal, il devrait être justement représenté un confort et favoriser le bien-être de la population. J'ai rencontré une fille mère, Aziba, qui est devenue prostituée par la suite, après être tombée enceinte. Elle habitait un quartier périphérique de Casablanca, où j'ai été pour faire une enquête. Et dans ce quartier, tout le monde me disait « Choufi Mina, Allah yardi alayha, Mina, Allah yardi alayha Mina ». Et j'ai été rencontrer cette Mina qui m'a raconté son histoire. Elle avait le respect de tout le quartier. Son père est mort, c'était un travailleur à l'étranger, un MRE. Le père est mort, laissant 6 filles. Les oncles, les tantes et les parents du père sont venus pour prendre leur part d'héritage. La loi les a mis à la rue. C'est la justice qui les a mis à la rue pour rendre aux ayants droit leur part d'argent. Et Mina n'a pas trouvé autre chose qu'aller se prostituer pour pouvoir payer le strict minimum vital à sa mère et à ses 5 sœurs. Et ce qui est étonnant, c'est que tout le quartier l'a respectée. Elle s'est retrouvée avec un enfant, bref, toute une péripétie. Ce n'est pas notre objet aujourd'hui, mais pour vous dire que nous avons souvent travaillé sur les prostituées et les filles mères, et on en a trouvé quelques-unes, je dirais même pas mal, qui se sont retrouvées dans cette situation de précarité après un héritage. Maintenant, combien de temps il me reste? Oh, 2 minutes, ok. Maintenant, il y a des moyens de se protéger. Je vais essayer très rapidement de vous dire quels sont les moyens. Quel est le testament, l'wasiya? Ce n'est pas dans le Coran. Le Coran parle de l'wasiya, le prophète parle de l'wasiya. Mais on peut peut-être avoir un débat serein sur cette histoire de l'wasiya. Ça peut être relancé, ça peut être relancé. Donc il y a plusieurs possibilités. L'wasiya, ok, il va falloir travailler pour l'obtenir. Il y a, par exemple, on peut aller, un mari ou une femme peut aller chez la doule, ça coûte 300 à 400 dirhams, et dire voilà, tout ce qui est à l'intérieur de la maison appartient à l'mahwoud dial dar, je le غادي نكتبوا لمراتي ولا المحود ديال الدار غادي يكون ديال راجلي. À ce moment-là, quand il y a un décès, les héritiers n'ont pas le droit de toucher ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Il y a la donation, le hiba, mais tout ça c'est coûteux. Le hiba revient cher. Et parfois, elle est contestée par les frères du défunt, par les parents. Qu'il y a le hiba qui a été cassé en justice. Qu'il y a sadaqa. Sadaqa, elle est irrévocable. Sadaqa mumkina. Mais là aussi, elle demande des frais d'enregistrement que les gens n'ont pas. Maintenant, de plus en plus de parents qui n'ont pas, par exemple, de garçons, ou là des parents qui ont des garçons, des filles, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des biens au nom des enfants.
Mais là aussi, on se dit, c'est l'usufruit. تصور بنتي تزوج ويجي نسيب ويجي هذا يدير لي الدار إلى آخره. L'usufruit doit passer par le notaire, ça coûte cher. Les familles n'ont pas les moyens de payer tout ça. L'acquisition des biens par les enfants, vendre, pardon, à ses enfants. Minute de avec tes enfants, vous payez toutes les taxes d'enregistrement de ceci, les impôts, etc. On ne vous dit pas, bon, ok, غادي تبيع لولادك وهذاك تعرف حسابك بغيتي تدوزو لولادك نقصوا لك من الضرائب. Voilà aussi un chantier qui doit être vraiment investi par ceux qui croient en cette injustice. Le testament, j'en ai parlé. En conclusion, je reviens à la Constitution. L'homme et la femme jouissent à égalité des droits et libertés à caractère civil, politique, économique. Moi, je dis c'est pas vrai. Je ne jouis pas de ce droit économique, culturel, environnemental, etc. Et l'héritage reste justement une injustice humaine, économique, sociale. Je vous remercie. شكرا للسيدة سمية نعمان بسوس على العرض ديالها القيم اللي هو كيطرح في الواقع اشكاليات واقعيه اللي كتطرح علينا واحد السؤال كبير. شنو اللي عنده الاولويه؟ واش الانسان الكرامه ديالو او الدين؟ واش الدين هو الغايه او الانسان هو الغايه؟ في الواقع العرض ديال الاستاذه سميه هذا هو الاشكال الكبير اللي كيطرح، لان جميع الامثله اللي قدمت هي امثله امتهنت فيها الكرامه الانسانيه باستعمال قراءه للدين قديمه ما بقاتش كتساير البنيات السوسيو-ثقافيه ديال المجتمع ديالنا اليوم. والدرس الكبير اللي ربما كنخرجوا به من هذا العرض هذا هو اننا جميعا ملزمون بالاستمرار في الحوار الوطني، لان هناك ناس باغيين يسدوا الباب ديال الحوار، وفي كل مره كيجيو وكيقول لك هذا موضوع منتهي فيه النقاش. واش المجتمع البشري اللي كيعيشوا فيه الناس على الارض وفي التاريخ واش فيه شي قضيه اللي هي مغلقه او مسدوده؟ جميع قضايا الانسان على الارض وفي التاريخ هي قضايا ديال التفكير وقضايا اللي كتبقى مفتوحه دائما على النقاش الى ان تتحقق الكرامه الانسانيه والرقي بالوضعيه الانسانيه بالمستوى المتردي اللي هي فيه الى مستوى افضل. جميع الحالات اللي قدمت الاستاذه واللي الاهميه العرض ديالها هو انها مشات للوقائع من المجتمع باش قدمتها، ومن خلالها كنقراو الاشكاليه الكبيره ديال المراه والدين. هناك قراءة للدين لا تراعي أحوال الإنسان، لا تراعي ضرورات الوقت، لا تراعي السياقات. فهل هذه القراءة مازال ممكن تستمر أم أنه جاء الوقت باش تكون عندنا الشجاعة باش نقولوا الإنسان أولا ونقراو النصوص قراءة في صالح الكرامة الإنسانية، والكرامة الإنسانية تتحقق في المساواة بين جميع البشر بغض النظر عن الجنس أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو النسب أو الأصل العرقي. هناك اعتذار من السيدة فيان دخيل سعيد اللي كانت غتجينا من مصر، واللي للأسف مشكل ديال الفيزا من العراق عفوا، وللأسف مشكل الفيزا حال دون أنها تشارك، ولهذا تعتذر بحرارة، وكنتمناو أنها يعني تحضر معنا في فرصة أخرى، لأنها شاهدة مهمة جدا على معاناة المرأة في وسط هو وسط ديال الحرب وديال الاضطرابات، واللي كانت الشهادة ديالها غتكون ثمينة بالنسبة لنا، لأنها غادي تعكس منظور كيف يوظف الدين في اضطهاد المرأة في الأوضاع الغير المستقرة. المداخلة الثانية هي ديال الأستاذ عبد الرحيم حفيظي، l'état des débats en France, le fait religieux et la visibilité vestimentaire dans un espace sécularisé. مرحبا. 20 دقيقة سي حفيظي تفضل. Écoutez, je vais essayer de mettre le chronomètre à zéro.
Si je dépasse de quelques minutes, écoutez. D'abord, je remercie infiniment ceux qui nous ont permis d'être là, la Fondation Nomade, l'association Daniel et bien sûr la Grande Bibliothèque. Moi, je suis particulièrement ravi, je dirais même très ému, d'être là parce que, tout simplement, j'ai encore un souvenir, disons, inoxydable, puisque j'ai eu mon baccalauréat au lycée Mollet-Housset juste à côté. C'est un moment pour moi tout à fait particulier de pouvoir parler à quelques encablures de ce lieu qui m'a donné un petit peu corps et cœur. J'étais à Jérusalem, à Beit Lahm et Beit Jala pour le même sujet il y a quelques semaines. Je pars à Iéna et à Berlin pour parler de la même chose. Mais je vous dis que ce soir, ici, pour moi, c'est autre chose qu'uniquement venir faire un voyage ou parler. C'est probablement aussi une façon de partager ce moment. Et je suis extrêmement ému, mais je vais essayer quand même de me défaire de cette émotion. Parce que d'habitude, je pose des questions aux autres. C'est mon métier. Tout le monde me voit, mais moi, je ne vois personne. Là, c'est exactement l'inverse. Et j'ai tout à fait ce plaisir de pouvoir le dire aujourd'hui. Alors, je vais essayer non pas de faire un prolongement à ce que vient de dire Madame Narman Dessous, avec le constat cruellement juste et justement cruel sur le statut de la femme ou la place de la femme ou la posture, disons, ou l'imposture dans laquelle se trouve le statut de la femme avec ce prétexte, celui de l'usage, comme vous l'avez dit vous-même, de la religion, de la spiritualité, à des fins de domination. Moi, je vais un petit peu vous emmener avec moi vers un autre cadre, qui n'est pas moins clément, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle le cadre de la sécularisation de la laïcité française, et comment le débat se pose depuis quelques années à propos, précisément, de la femme. Ou plus exactement, comment aujourd'hui le modèle républicain, comment l'espace public sécularisé de la France vit, conteste, observe ce qu'on peut appeler la visibilité du fait religieux musulman dans l'espace public. D'abord, il y a un malentendu qui est devenu un sous-entendu. C'est celui de croire que la question de la présence musulmane dans un espace sécularisé, c'est quelque chose qui date de très peu de temps. Je crois qu'il faut aussi restituer la question de la mémoire et de l'histoire. Le fait religieux musulman est présent pour ne rester que dans les temps modernes depuis l'expédition de Napoléon. Et on sait très bien que lorsque Napoléon est arrivé en Égypte, la première phrase qu'il va dire à son compagnon, l'archéologue Champollion, va lui dire « La terre que nous allons visiter aujourd'hui, c'est une terre où les hommes traitent leurs femmes différemment que nous. » Cette phrase a été rappelée dans un ouvrage majeur que les musulmans oublient de lire. C'est un ouvrage qui est issu d'une thèse d'État qui a été soutenue en 1913 à la Sorbonne par un très grand intellectuel égyptien de l'époque qui s'appelle Mansour Fahmy et qui avait soutenu cette thèse d'État en 1913 sous la direction du grand philosophe Lévi-Brun et qui rappelle précisément, époque par époque, ce que le monde musulman perçoit de la question de la femme. Il y a effectivement cette période qu'il va falloir restituer dans ces détails. Malheureusement, on n'a pas le temps de pouvoir le faire. Je dirais que cette question-là a été complètement ensevelie par d'autres histoires, la Première Guerre mondiale, à laquelle les musulmans ont participé, et qui a été à l'origine d'ailleurs de ce sursaut, non pas républicain, mais plutôt guerrier de la part du maréchal Pétain, qui n'était pas le maréchal, il était général, et qui avait compris que, à partir du moment où l'Allemagne était l'opposé à la France, et que l'Empire ottoman, à l'époque l'Empire musulman, avec la Sublime Porte, qui faisait des appels des pieds aux musulmans pour qu'ils retournent les armes contre la France, car précisément la France était opposée à l'Empire musulman. Que fait la France? Ils vont tout simplement inventer une façon d'attirer, de garder dans le sillage de l'armée, dans les tranchées de Verdun et d'ailleurs. Ils vont tout simplement commencer par rendre le cérémonial funéraire dans les tranchées conformément aux principes musulmans, en faisant venir des qadis de la Mahatma d'Alger et d'ailleurs. Ils ont également, pour enterrer les morts, il y en avait 76 000,
goumiers, etc., on va donc les enterrer dans des lieux où la prière musulmane ne sera rendue. Il y avait même des mosquées démontables qui seront installées dans les tranchées pour rendre hommage à ces musulmans. Et en 1916, un projet qu'on va sortir des cartons, c'est ce projet de comment rendre hommage à ces musulmans, c'est le fameux projet de la construction de la mosquée de Paris. Drôle d'époque, drôle de fait historique, drôle de cérémonie, puisque c'est la République laïque, la République sécularisée, la République de la loi de 1905, qui sépare les églises et l'État, qui sera donc à l'avant-garde de la construction du premier grand lieu cultuel de l'islam en Europe. Je veux parler de la Grande Mosquée de Paris. La Grande Mosquée de Paris qui sera donc inaugurée par le président Doumergue, à ses côtés le sultan Moulay Youssef, le père du sultan Mohamed V, et voilà que le maréchal Lyautey, que les Marocains connaissent, va donc faire ce qu'on appelle le fameux discours d'inauguration. Il va dire cette phrase absolument extraordinaire, dont aujourd'hui on a du mal à l'accepter. Il va dire cette phrase de mémoire, et lorsque la jolie et douce voix du muezzin montera dans le beau ciel de Paris, les remparts de Notre-Dame tout de suite à côté n'en seront point jalouses. C'est la France de 1926. Eh bien tout cela a été complètement mis de côté. Et voilà que les années 80, nous allons voir surgir dans l'espace public une demande du fait religieux. Il y a une demande, il y a un marché religieux, il y a une concurrence à l'intérieur de ce marché. Pourquoi ? Cette demande religieuse de la part de musulmans et de musulmanes n'est pas uniquement un shahid gamin. Ce n'est pas seulement une manifestation, disons, épidermique ou un mal-vivre. Non, pas du tout. C'est parce que le monde, sans qu'on le sache de façon précise, était en train de changer de logiciel. Nous sommes en train de sortir d'un monde qui n'est plus, et là je peux citer, même si on parle de l'islam, je vais quand même citer un très grand penseur italien qui s'appelle Antonio Gramsci, qui nous disait, dans des moments précis de l'humanité, il y a un monde qui n'est plus, il y a un autre qui tarde à venir, et entre les deux surgissent les monstres. Et je pense que nous sommes dans un entre-deux où surgissent beaucoup de monstres, et pas seulement les monstres qu'on croit. Il y a beaucoup de monstres qui sont en train de surgir un peu. La mondialisation produit des monstres, la religion est en train de produire aussi, ou plus exactement, ce que vous avez appelé tout à l'heure, l'instrumentalisation de la religion. Et nous allons voir dans les rues de Paris, de Marseille, de Bordeaux et d'ailleurs, des manifestations soudaines, des visibilités, notamment vestimentaires, alimentaires, le halal, la burqa, le foulard, etc. Il y a une histoire pour cela. Il se trouve qu'en 1989, c'est la première fois où la France va se réveiller devant un fait majeur, en tout cas majeur parce qu'on l'a considéré comme tel, lorsque deux gamines de 13-14 ans vont donc arriver à ce fameux collège de Creil en banlieue parisienne, coiffées de quelque chose qu'on appellera plus tard le foulard islamique. À supposer que le foulard soit islamique, je renvoie tout simplement à ce magnifique ouvrage que vient d'être publié par le philosophe franco-marocain Bruno Nassim Aboudrar, qui s'appelle « Lorsque le voile est devenu musulman », c'est-à-dire le voile n'était pas musulman, il est d'abord chrétien, et justement, il trace toute l'archéologie de cette histoire. Eh bien, nous allons assister tout simplement à une espèce de folklorisation des deux côtés. Du côté de la France, nous sommes dans un système qui arrive à bout du souffle. La laïcité, comme modèle considéré comme universel, tarde à devenir universel, parce qu'il n'arrive plus à convaincre. Et de l'autre côté, vous avez une communauté musulmane complètement recroquevillée sur elle, dans une demande inlassable d'identité, d'identification, d'existence et de reconnaissance. Ce sont deux entrechocs, comme disent les psychanalystes, entre deux névroses. Vous avez la névrose d'une sécularisation qui se croit totalement gagnante, le monde est devenu laïque, le monde est devenu sécularisé, et puis de l'autre côté, vous avez des musulmans qui se croient seuls dans le monde, et qui pensent qu'effectivement, ils ont raison contre vent et marée. Et nous sommes dans cette espèce de télescopage qui va être donc, dans un premier temps par une crise politique majeure en 1989, à travers cette double visibilité dans l'espace public d'une manifestation religieuse, sur laquelle, c'est-à-dire cet événement sur lequel, un certain nombre de faits vont se jeter sur le berceau et vont essayer justement d'instrumentaliser des deux côtés. Et là, on va assister à un débat houleux entre les tenants de laïcité intégrale, voire même intégriste, la laïcité qui va devenir un dogme, et puis de l'autre côté, vous avez une espèce de rétrécissement sur la sphère religieuse, parce que le système ou le modèle républicain français n'est plus en mesure, je dirais, d'incorporer
d'intégrer, diront certains, de ce que j'appellerais simplement toutes les saveurs que la France est en train de connaître. Et puis, il y a l'autre serpent de mer, que mon ami l'historien Benjamin Stora qualifie d'un passé qui ne passe pas. En réalité, vous avez une espèce de réalité, la face révélée de l'iceberg, c'est ce que je suis en train de dire, mais vous avez un autre fait qui est un peu sous-jacent à tout cela. C'est tout simplement, la France n'est pas encore sortie du drame algérien. C'est-à-dire ce passé de l'histoire coloniale qui n'a toujours pas été résolu. Et le prisme de l'histoire coloniale va marquer jusqu'à aujourd'hui les représentations, les rapports de la société française, non pas face seulement aux musulmans, c'est un fait, mais face à ses propres démons, à cette histoire qu'on n'a pas encore exorcisée. Et nous sommes d'une certaine façon pris dans une espèce de tourbillon, à la fois sur l'histoire immédiate, c'est-à-dire la visibilité, l'inconsistance d'un domaine, d'un modèle qui n'arrive pas encore à convaincre, et puis dans une histoire qui n'est toujours pas résolue dans les têtes. Et une histoire qui n'est pas résolue dans les têtes, elle ne peut que continuer à fonctionner dans les faits. Et je pense que cette double imposture, l'histoire immédiate telle qu'elle est, et nous la considérons comme la vraie, et puis l'histoire cachée, souterraine, une espèce de... il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, et qui est en réalité la matrice de cette histoire dramatique. Arrive évidemment un autre cycle qui va complètement bouleverser, voire même approfondir. Vous avez la guerre du Golfe, la première, la deuxième. Nous avons aussi les attentats de 1985. La France n'a pas cessé d'être tout de même menacée par les attentats. Et rappelons que les attentats n'étaient pas le fait de citoyens français d'origine maghrébine. Tous les attentats des années 80, on était plutôt avec un terrorisme moyen-oriental. L'Iran, le Hezbollah, le Liban, et nous étions pris dans cette je dirais, dans cette galère, si vous voulez, alors que les populations musulmanes sont essentiellement, exclusivement maghrébines en France, et ils vont quand même subir cette histoire, une histoire qu'ils n'ont pas faite. Celui qui va donc inaugurer une autre histoire de la violence entre les musulmans de France et la société française, indiscutablement, c'est le fameux attentat commis par Khaled Kelkal à Lyon, et qui sera donc le début d'une longue aventure politique dramatique où les musulmans, les jeunes musulmans, les populations musulmanes seront regardés de façon tout à fait méfiante, extrêmement méfiante, du fait qu'ils seraient considérés comme porteurs d'un héritage violent, d'un héritage dur, d'un héritage inconciliable avec, je dirais, la sécularisation à l'espace public. D'ailleurs, quand on lit les programmes de tous les candidats qui sont aujourd'hui candidats à la présidence de la République ou candidats à la candidature, force est de constater qu'il y a un fait majeur qui est passé, je dirais, dans le normal, dans le presque inconscient, c'est que l'islam est incompatible. Et d'ailleurs, chacun d'entre eux le répète à satiété tous les jours, que nous serions porteurs, les musulmans seront porteurs d'un ADN, disons, incompatible, qui n'est pas biodégradable, comme disent les écolos, dans la modernité. Or, ce débat-là cache en réalité une modernité qui ne se reconnaît plus, et un modèle français qui tarde justement à reconnaître que nous sommes devant un choix historique, nous sommes dans une mutation. Ni les musulmans ne sont épargnés, et ni les musulmans ne doivent être considérés comme totalement, je dirais, innocents. Nous avons nos responsabilités. Tarek Ouboulou, mon ami Tarek Ouboulou, dira peut-être tout à l'heure un mot sur précisément ses responsabilités, car il scrute, je dirais, ce domaine depuis longtemps. Et puis il y a l'espace public, l'espace sécularisé qui aujourd'hui se pose comme un problème. Et évidemment, n'oublie pas que nous sommes dans un dialogue entre dominants et dominés. Il y a une société qui domine par son regard, par son histoire, par sa façon de gérer l'histoire. Et vous avez des populations musulmanes qui se posent aujourd'hui comme victimes expiatoires. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, disons les choses, c'est que aussi nous avons du mal à pouvoir concevoir la spiritualité, l'islamité de chacun comme non pas un point d'arrivée, mais qu'un point de départ. Je dirais pour terminer, parce que le débat est long, parce qu'on a plein de choses à nous dire, je le sais, le chronomètre, je vais essayer de le respecter. Je dirais que l'un des défis majeurs qui est aujourd'hui posé devant le fait laïque, le fait sécularisé et le fait islamique en France,
c'est un défi à une double détente. La première, ou le premier défi, il faudrait, nous le souhaitons, il faut que la France assume, comme disait notre maître Jacques Berck, il faut que la France assume son islamité de la façon la plus claire. Mais aussi, il faut que les musulmans assument totalement leur francité, leur européanité. Je pense que ce double défi, qui est absolument un challenge énorme, qui nécessite d'abord une réflexion sur soi, et qu'il faudrait qu'on sorte totalement, définitivement, du fait que les musulmans ont déjà un héritage, et leur héritage explique tout, ils n'ont plus rien à faire. Et puis cette France, cette grande France, dont De Gaulle disait un jour, et il avait raison depuis longtemps, nous autres Français, nous sommes partis vers un Orient compliqué avec des idées très simples. Je vous remercie. شكرا سي حفيظي على هذا العرض. إلا بغينا نخرجوا من هذا العرض عاود بواحد السؤال كبير. فالسؤال الكبير اللي كيطرح سي حفيظي من خلال القضايا اللي جابها في الإسلام في السياق الفرنسي وفي السياق العلمانية الفرنسية، السؤال الكبير هو كيفاش ممكن نخرجوا من أزمة الثقة اللي كاينة اليوم بين المسلمين في سياق غربي فرنسي علماني وبين العلمانية اللي ما بقاتش مقنعة. يقول السي حفيظي أنها ما بقاتش كتجيب الأجوبة الشافية بالنسبة للسياق ديال المسلمين في مجتمع غربي. إذا عندنا واحد الإشكالية كبيرة ربما في المغرب ما كيتعمقش فيها النقاش كثير، ولكن هي في عمق النقاش في فرنسا وفي هولندا وفي بلجيكا وفي عدد من البلدان الأوروبية، خاصة بعد تصاعد خطابات العنف باسم الدين وبعد الأحداث المأساوية اللي يعني سيرتها سواء في بلدان المشرق أو في البلدان الأوروبية أو في أمريكا. الأستاذ حفيظي يعني شرح واحد المسألة عندها دلالة مهمة، هو أن أول احتكاك أو اصطدام بين الجيوش ديال نابليون والنخبة اللي جاب معاه لمصر لاحظوا بأن هناك مجتمع كيعامل النساء بشكل مختلف على الشكل اللي المجتمع الأوروبي كيعامل به النساء. بمعنى أول اصطدام بين الإنسان الأوروبي والإنسان المشرقي لاحظ بأن هناك فارق في تقدير وضعية ودور المرأة في المجتمع. العرض غني بالإشكالية ديال ضرورة تجديد العلمانية الفرنسية كيتنظر لها بأنها واحد العلمانية كتعاني نوعا من الجمود، أو ربما البعض كيتهمها بأنها خانت العلمانية ديال 1905. لكن الأستاذ حفيظي كيطرح بجدية هذه الأسئلة في ضرورة العلمانية الفرنسية تجدد نفسها باش تقدر تواكب وضعية جديدة ما كانتش من قبل، ولكن أيضا المسلمون كيعانيوا من واحد الأزمة هوية خانقة في السياق الغربي، الشيء اللي يجعلهم كيحولوا لا ريليجيوزيتي ولا التدين ديالهم كيحولوا من نوع من الفولكلور، نوع من المظاهر الخارجية، ومنها الفولار ومنها سلوكات وأشياء أخرى. بطبيعة الحال أعتقد بأن التاريخ في النهاية لا يحاكم الناس في اللحظة اللي كتجري فيها الأحداث، ولكن كيطرح مسؤوليات ثقيلة على كل طرف باش يكون دائما حاضر في الحوار الوطني المسؤول من أجل إيجاد حلول ناجعة سواء للفكر أو للقيم أو للسياسات العمومية والقوانين، لأن الحوار في النهاية هو المنقذ من أزمة التصادم الخطيرة اللي يعني عبر عليها السي حفيظي بواحد قولة مهمة جدا لغرامشي: نحن في نهاية عالم وبداية آخر، ولكن بين نهاية عالم وبداية عالم آخر كيخرجوا شياطين اللي كيطرحوا كيخلقوا أزمة يعني بين البشر وكيخلقوا تصادمات. باش ندوزوا هذه المرحلة بسلام لا بد من تعميق الحوار بين الفرقاء المختلفين. العرض الثالث، وكتشوفوا بأننا حققنا لا باريتي، حققنا المناصفة في هذه المنصة اللي ما قدرتش الحكومة المغربية تحققها لنا في عدد من المؤسسات وفي القوانين. يعني
القانون ديال هيئة المناصفة بعيد عن الدستور وبعيد عن أنه يحقق المطامح ديال النساء، ولكن على الأقل في لحظات مثل هذه نحقق المناصفة على مستوى الخطاب. فهناك والوجود أيضا الوجود، لأن الوجود لو لا يمكن يكون هناك خطاب بدون ذات تنتج هذا الخطاب. الأستاذة نزهة قسوس غادي